Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'avoir en ligne c'est Ammar Lasfar. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدي، مرحبا بكم ومرحبا بالهيئة التي تمثلها. L'émission Arc-en-ciel, donc nous nous consacrons, c'est dit, une série d'émissions dédiées à l'éclairage sur la situation de l'islam de France. Après le passage d'un grand nombre de personnalités sur notre antenne, notamment les différents présidents de CFCM, Sikbi Besh, récemment M. Ogra, donc il y en a d'autres, hein, donc M. Liski, M. Godard et bien d'autres, et des chercheurs aussi, des islamologues aussi, qui ont participé, Karim Ifrak et d'autres, qui ont, chacun d'eux donne une vision sur l'islam. Et nous avons constaté comme quoi c'est une obligation morale pour nous de donner la parole à tout le monde, sans exception. Parce que l'islam n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. Et c'est dans ce cadre-là, je suis heureux de vous recevoir dans cette émission. Il faut bien préciser que M. Ammar Lasfar est le président de Musulmans de France. Ma première question, si vous le permettez, pouvez-vous nous faire une présentation de votre fédération, s'il vous plaît? La fédération musulmane de France, c'est pas la fédération Les Musulmans de France. Déjà, je tiens à nuancer. Donc, on s'appelle Fédération de Points Musulmans de France, avec S. Je vous prie. C'est une fédération qui fait partie du paysage confessionnel musulman de notre pays. Il s'appelait, juste avant, il y a quelques mois, l'Union des organisations islamiques de France. Donc, vous aurez remarqué que on est passé du cadre plutôt associatif, institutionnel, donc on parle d'organisation, c'est-à-dire d'association, et on est passé à une association d'abord de personnes physiques. Donc on parle de musulmans, de citoyens de confession musulmane. Et se tournant dans l'histoire de la présence musulmane dans notre pays, pour le comprendre, il faut faire un peu d'histoire, quoi. Donc la naissance de l'UIF en 1983, il est passé par un certain nombre de mutations et d'évolutions, ce qui est tout à fait normal parce que la présence musulmane dans notre pays a évolué. Et on suit justement cette évolution et parce que nous, on n'est rien d'autre qu'une institution au service de la communauté musulmane et au service de notre pays. Justement, c'est le Sfar, donc, et vous êtes nombreux, il y a des membres par rapport à cette instance, hein, donc on parle toujours, comme vous l'avez bien spécifié, un musulman de France. Donc, vous êtes combien? 15 000, 20 000, 100 000? Juste pour préciser à notre auditoire votre importance sur la scène de l'islam en France. 1983, la date de la création de cette fédération, on était une dizaine d'associations, parce que bien sûr, on s'appelait l'Union des organisations. Donc, il n'y avait pas d'adhésion directe. Donc, on n'adhérait pas directement à l'UIF, mais on adhérait
à travers une association. C'est une fédération associative. Aujourd'hui, donc, à l'époque, on était là, moi j'étais présent à la naissance de l'IUIF, donc on était une dizaine d'associations. On a essayé de mutualiser, de mettre en commun nos efforts et essayer de travailler en commun. Aujourd'hui, nous sommes quelques 300 associations, entre les associations actives, ordinaires, coopérantes et amies. C'est un peu, c'est le socle qui constitue Musulmans de France, mais au-delà de l'adhésion, nous avons un discours. Nous avons un discours dans lequel beaucoup de musulmans, et là ils se comptent par dizaines de milliers, on les réunit chaque année au Bourget. L'année dernière, ils étaient quelques 165 000, l'année d'avant 160 000. Donc il y a une moyenne de 150 visiteurs qui viennent nous voir chaque année, 150 000 visiteurs qui viennent nous voir chaque année au Bourget. C'est un peu notre vitrine. On peut dire que la rencontre annuelle des musulmans de France est une vitrine. C'est notre carte en quelque sorte par laquelle on se présente et à la communauté et à l'association. Donc 300 à peu près associations membres, mais au-delà, notre discours il est partagé par une large partie de la communauté musulmane de notre pays. Monsieur Sfar, je ne sais pas si vous le savez ou pas, j'ai une expérience en matière d'organisation de salons. Et vous venez de citer un salon qui est de taille, un salon international que tout le monde le reconnaît par rapport à son importance. Vous avez parlé de visiteurs par rapport au salon de Bourget. Est-ce que ce salon de Bourget appartient à votre institution? Est-ce que c'est un moyen d'autofinancement par rapport à votre institution? Ou bien tout simplement une vitrine, comme on dit en marketing, donc il faut avoir ce qu'on appelle une vitrine, de vendre l'image de votre institution. Et quels sont les visiteurs? C'est-à-dire, quelle nature de visiteurs? Ce sont des visiteurs juste français ou bien d'autres visiteurs qui viennent de l'international? Encore une fois, pour comprendre cette rencontre, aujourd'hui qui est la plus grande rencontre en Occident, il faut dire les choses, oui. Témoignage à l'appui d'un certain nombre de conférenciers et de spécialistes de la présence musulmane en Occident qui nous témoignent justement cette présence. Il fut un temps, cette rencontre s'appelait le Congrès annuel des musulmans de France, ou le Congrès de l'IUIF. C'était un peu notre assemblée générale qu'on organisait une fois dans l'année. Et on la faisait dans les mosquées, dans des salles municipales à travers les villes françaises. Jusqu'en 1988. Décembre 1988, il y a un tournant dans l'histoire de l'organisation de cette rencontre. On est venu au Bourget non pas pour y rester, parce qu'on faisait le tour. On a fait Bordeaux, on a fait Lille, on a fait Reims, on a fait Nantes, Nice, Marseille, etc. On est venu donc au Bourget en 1988. Et d'ailleurs, la rencontre se faisait au mois de décembre, à l'occasion des vacances de fin d'année. Et puis le Bourget nous a plu, les espaces du Bourget nous ont plu, et on est resté depuis 88 jusqu'à aujourd'hui. La rencontre est d'abord une occasion offerte aux musulmans de France pour se rencontrer, déjà en elle-même. Et c'est un temps aussi où la rencontre avait un objectif, c'est-à-dire on transmettait un message, notamment à travers un titre, à travers un message, à travers des conférences, etc. Or aujourd'hui, de plus en plus, nous affichons la chose claire et nette, c'est que cette rencontre en elle-même est un objectif. Permettre aux musulmans, aux dizaines de milliers de musulmans de s'asseoir, de se rencontrer, de se parler. Est-ce qu'ils suivent avec nous nos conférences ou pas? Là n'est pas la question. Est-ce qu'ils suivent les activités qu'on leur offre sur place? Là n'est pas la question. Mais au moins, on les a fait déplacer et ils viennent entendre, ils viennent critiquer, ils viennent exprimer aussi leur désaccord avec ce que nous faisons ou ce que nous faisons mal. Mais en tout cas, c'est un espace de liberté, un espace de rencontre que nous créons et que nous offrons à notre chère communauté musulmane de France. En même temps, c'est aussi une vitrine qu'on vient de dire pour se présenter à la société. Donc nous l'organisons en grand jour. Ce n'est pas une manifestation réservée exclusive aux musulmans. La preuve c'est qu'elle est ouverte, elle est publique. Donc des musulmans, des non-musulmans, des pratiquants, des non-pratiquants qui viennent voir. Il y a le jeune, le moins jeune, l'homme, la femme, le musulman, le non-musulman, le commerçant aussi. Parce que nous, en parallèle, nous organisons aussi ce qu'on appelle la foire musulmane de Paris, qui est organisée par une société commerciale qui s'appelle Judis, mais qui appartient à l'IUIF. Nous avons une activité commerciale à travers une société commerciale, voilà, qui est connue et qui dégage bien sûr un bénéfice qui est taxable par la suite. Et nous avons la structure musulmane de France, qui est une structure associative non marchande, qui travaille bien sûr dans un cadre pas lucratif.
Ben, écoutez, les choses sont claires. C'est un projet complet, bien sûr, doctrine et financement, parce que jusqu'à maintenant, les autres instances, je parle en parallèle, les autres instances, ils ont un souci de financement. Et c'est la question principale que j'aimerais bien vous poser, si vous le permettez. Il y a un réel problème par rapport, ça a été évoqué avec l'ensemble de mes intervenants. On a parlé de l'Hajj, on a parlé de la viande halal, on a parlé des retombées des centres de formation. Donc, il y a ce côté-là. Trouvez-vous normal qu'il n'y a pas une homogénéité entre ces rentrées d'argent pour que l'islam de France puisse trouver la paix sur le plan financier? Vous savez, nous évoluons dans une société libérale, une société moderne, libérale qui s'appelle la France. Il y a des opportunités dans notre pays. Il faut savoir les saisir tout simplement. Et en plus, nous avons une communauté très généreuse. Parler aujourd'hui du financement du culte musulman, moi j'étais auditionné par le Sénat il y a quelques mois. D'ailleurs, quasiment tous les représentants de l'islam de France ont été auditionnés. Et le rapport qui a été mis sur le bureau du Premier ministre à l'époque, M. Valls, a dit clairement que le financement du culte musulman est un faux problème, notamment le financement étranger. Parce qu'on pointe du doigt que quelque part, il y a l'argent qui nous tombe du ciel, notamment du Moyen-Orient, du Golfe. Donc il faut lutter contre ce financement parce qu'il paraîtrait plutôt que ceux qui financent dictent la façon de faire dans notre pays. Or, il n'en est rien. Quand moi j'étais auditionné et les autres représentants de la communauté ont été auditionnés, donc on a trouvé que les musulmans, c'est eux qui financent leur infrastructure culturelle et culturelle. Aujourd'hui, nous avons quelques 2600 mosquées de France. Eh ben, 90% de ces mosquées ont été construites et financées, Dieu merci, par la communauté. Nous avons une centaine d'établissements privés musulmans dans notre pays, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Une centaine d'établissements scolaires musulmans, ils sont aussi financés intégralement par la communauté musulmane. Bien sûr, pour celles qui ont signé le contrat d'association avec l'État, notamment la nôtre dans le Nord, à Vers-Ouest, ou Al-Kindi ou Ibn Khaldoun à Marseille, nous avons signé un contrat avec l'État. L'État nous donne, et l'État, c'est donc à travers ce qu'on appelle le contrat d'association, il nous donne de l'argent. Bien sûr, c'est pas de l'argent comme ça liquide, c'est le salaire. Il nous paye les salaires des enseignants qui sont au préalablement nommés par l'éducation nationale. Donc vous aurez remarqué que le financement, notamment étranger, du culte musulman, il n'est pas là. Mais tout le monde en parle. Les musulmans financent leur infrastructure. Aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que ce financement, il est suffisant? Je reconnais non, qu'il n'est pas suffisant parce que nous avons d'autres canaux, d'autres sources de financement, notamment qui sont générées par un certain nombre d'activités intra-communautés. Vous avez cité l'ahmed halal, vous avez cité le pèlerinage, et vous avez cité, et on peut citer d'autres canaux. Eh ben, charge à nous. Sans attendre que l'autre nous alerte sur ça, que telle ou telle fondation, que telle ou telle association, que telle ou telle politique. Charge à la communauté musulmane, comme les autres cultes, notamment le culte israélite de notre pays, les juifs de notre pays, financent leurs activités par un certain nombre de canaux officiels. Eh bien, charge à nous de poser la question calmement, sans ingérence aucune, notamment ingérence politique, et on règle ce problème tout doucement. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis quelqu'un aussi qui travaille dans le tourisme. Je suis connu en France, j'organise le tourisme tous azimuts partout dans le monde, et j'organise le pèlerinage. Eh bien, je peux vous dire que, au nom des agences de voyage de notre pays, nous sommes demandeurs justement de ce service qui nous sera rendu moyennant une contribution, ce qui est tout à fait normal, au bien-être de notre communauté. Comme vous le savez, c'est le Sfar, comme vous le savez pertinemment que la France a vécu ces dernières années, sur ces derniers mois, des attentats qui ont marqué beaucoup de monde, et c'est que tout simplement le dossier de l'islam, il devient un dossier sur la place publique. Il n'est plus un dossier dédié à des personnes bien spécifiques. Maintenant, tout le monde en parle. Et récemment, il y a cette sortie de politique de l'État français avec l'annonce de la création d'une fondation de l'islam. Vous êtes parmi les gens qui ont dit non, et d'une manière ouverte, comme quoi vous confirmez ça, ce que je viens d'entendre maintenant, donc avec des éléments de preuve, comme quoi, soit sur le plan financier, soit pour le plan gestion, il faut que ça se règle entre musulmans. Sauf que la question qui se pose, et c'est là le problématique, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes, d'institutions, chacun voit la lune de son côté, et personne qui cherche à s'asseoir, à échanger, et
de régler cette affaire. وأمرهم شورى بينهم. Oui, exactement. Je vais vous dire une chose. Il faut que nos auditeurs, il faut que ceux qui nous écoutent savent très bien de quoi il s'agit. Quand on parle de la fondation du culte musulman, ce qu'on a présenté, le projet quand il a été vendu. À l'époque, bien sûr, il y avait M. Valls, M. Cazeneuve en tant que ministre de l'Intérieur et M. Valls en tant que ministre de Premier ministre. Il a mis en place suite aux attentats atroces qui nous ont secoués, Charlie en 2015, et puis le Bataclan et Stade de France, et aussi Nice en 2016. Donc on a été tous fortement secoués. Nous avons payé, et de notre sang aussi, 34 victimes à Nice sur 84 étaient de confession musulmane. La première femme qui est tombée sur l'esplanade, sur la promenade des Anglais à Paris, à Nice, c'était une musulmane. C'était une musulmane. Il faut le rappeler au passage. Donc nous payons. Aussi au Stade de France, on était là. Aussi dans le Bataclan, on était là. Dans les terrasses des cafés, on était là. Nous sommes aussi victimes de terrorisme. Là, donc, à l'époque, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle l'instance de dialogue. C'est-à-dire dialoguer avec les musulmans. C'est bien. Donc, il était temps qu'on dialogue avec ces musulmans. Bien. On a fait la première, la deuxième et la troisième. Et puis, dans la foulée, on a présenté un projet que nous avons salué, bien sûr. On a été nous aussi. Nous avons répondu à l'invitation du ministre de l'époque pour répondre à cette sollicitation. Et on a mis en place la fondation. La fondation, quand les citoyens que je suis, le citoyen lambda, un Français normal, on lui a expliqué que voilà, on réglera le problème du financement du culte musulman à travers cette fondation. Mais quand on voit de plus près, cette fondation, il lui est interdit de financer les mosquées. Il lui est interdit de financer le culte parce que c'est une fondation laïque, qui reçoit l'argent public. Et dans notre pays, l'argent public ne va pas dans le culte et dans les mosquées. Donc, on lui a fait un domaine de définition. Il finance un certain nombre d'activités, notamment l'aumônerie, notamment donner des bourses aux étudiants pour le 3e cycle pour pouvoir faire des recherches. C'est bien. Donc, s'occuper du culturel. Mais le problème, d'après ce qu'on a entendu, c'est que c'est le culte, c'est le financement du culte qui pose problème. Comment financer le culte? Et jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est mis ensuite entre parenthèses, il est en suspens. On ne sait pas comment cette fondation ou une autre structure, peut-être qu'on aura créée, je ne sais pas, parce qu'on parle aussi d'une structure cultuelle cette fois-ci, une association cultuelle qui va s'occuper des financements des mosquées. Moi, je dis que toutes les initiatives sont les bienvenues, mais à condition. Aucune ingérence, et je le dis, aucune ingérence, notamment des politiques, dans les affaires d'une communauté. Sinon, on n'est plus dans un cadre laïque où on se permet des choses avec une communauté et pas avec les autres cultes, avec les autres communautés. Et il faut que les musulmans, vous l'avez si bien dit, il faut que les musulmans s'assoient. Ils sont majeurs, il faut leur faire confiance, mais créer les conditions pour qu'ils s'assoient autour d'une table et qu'ils discutent de leurs problèmes. Mais pas uniquement de leurs problèmes. Les musulmans de France est une valeur ajoutée pour leur pays. Les musulmans de France sont d'abord des citoyens. Les 6 millions, voire même plus, sont d'abord des citoyens, sont des générateurs de richesse dans notre pays. Et moi, je dis, et je le dis tout le temps, je le répète, cessez de regarder de voir dans le visage de chaque musulman de notre pays son islamité exclusive. Il est d'abord citoyen, et il est générateur de quelque chose, et il partage avec le socle commun de notre pays, avec les 65 millions de citoyens français, son appartenance à la France. Et ne pas spécifier. Moi, je suis contre la spécification d'une frange de la société qui s'appellerait la communauté musulmane. Justement, c'est fort parce que là, là, je veux parler à une personne d'origine marocaine comme moi. Voilà, donc moi aussi je suis marocain, marhaban, donc c'est notre pays. Je suis fier de mes origines. Voilà, donc idem, et on va parler marocain, si vous le permettez, parce que ce dossier, pour moi, maintenant il est bouclé. Vous avez donné les éléments de taille qui sont importants pour répondre à d'autres. C'est intéressant d'expliquer les choses. Maintenant, côté marocain, on voit il y a un grand nombre de centres religieux musulmans marocains ici. Donc des mosquées, il y a une politique marocaine avec des institutions qui s'occupent du musulman marocain à l'étranger. Comment vous voyez, avec votre expérience qui n'est pas négligeable, il faut le dire les choses telles qu'elles sont,
Est-ce que c'est à la hauteur des attentes des Marocains résidant à l'étranger? Vous savez, le Maroc est un pays souverain, il a des accords avec la France et avec le monde, au même titre que les autres pays. Vous avez l'Algérie aussi qui opère sur le sol français, bien avant, parce que l'Algérie, il a une avance sur notamment la question du islam et du musulman à travers la mosquée de Paris, etc. Vous avez la Turquie, à ne pas aussi négliger. Et vous avez d'autres pays, la Tunisie et les autres. Mais c'est les trois partenaires, les trois intervenants, notamment le Maroc, l'Algérie et la Turquie. Il est tout à fait normal que ces pays, ils ont des ressortissants dans notre pays. Il est tout à fait normal qu'ils se mettent à leur disposition. Il est tout à fait normal qu'ils offrent leurs services à leurs ressortissants. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que nous avons observé depuis une quarantaine d'années que ceux qui étaient des Marocains d'origine comme moi, comme vous, on s'est sédentarisé. On n'est plus des immigrés, on est des Français. Moi, je ne dirai jamais en France que je suis Marocain, tout simplement. Je suis d'abord Français. Mes papiers sont français, je suis français, je rêve en français, je projette en français. J'ai mes enfants ici en français. En France, ils vont leur faire leur vie en France. Mais j'ai quand même dans mon cœur un pays, un patelin, une langue, une histoire, des origines. Moi, j'ai fait mes études ici dans les années 80 avec une bourse marocaine. Eh ben, je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis français exclusivement. Je suis français en France, bien sûr, mais je suis aussi d'origine marocaine. Mais pour construire une communauté homogène, vous avez utilisé le mot tout à l'heure, il faut par moment cesser de faire parler les origines. Parce que si on continue à faire parler les origines, on va se confronter vraiment à une réalité. Malheureusement, on va importer un certain nombre de problèmes de l'autre côté de la Méditerranée. Là, on essaiera, l'Algérien, le Marocain d'origine, le Turc, le Tunisien, les autres confessions, les Français sédentaires, les convertis en quelque sorte, et ceux qui sont nés ici, ils n'ont connu de pays que la France. On fera d'eux une communauté, une seule communauté, parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle quand même, il y a plusieurs communautés dans notre pays. Donc oui, le Maroc, l'Algérie, la Turquie et les autres pays ont le droit d'opérer sur le sol français, mais à condition de jouer le jeu et d'essayer de construire ensemble quelque chose d'homogène qui s'appellerait la communauté musulmane de France. Le message est clair. Si j'ai bien compris, il est temps que la trajectoire change. On aimerait bien, c'est un appel qu'on lance à travers cette antenne, pour ceux qui nous écoutent. Je sais très très bien qu'ils sont nombreux de l'autre côté de la mer, qui sont à l'écoute, qu'il est temps de rentrer sur ce bon chemin, qui est le chemin d'apaisement et le chemin aussi de permettre aux musulmans d'origine marocaine, j'ose dire, d'être intégrés avec ces moyens qui viennent de l'étranger, parce que jusqu'à maintenant, il y a des réels soucis. Et Dieu sait, sont nombreux qu'ils ont fait des dénonciations, et notamment un certain Abdelatif Msebak, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, je connais. Voilà, donc, et d'autres, et sur des imams qui étaient manipulés et victimes. Ça se fait pas. Il est temps que les choses rentrent dans le bon chemin. Mais il y a une autre question qui concerne aussi le Maroc, puisqu'on parle du Maroc. L'expérience marocaine en termes de gouvernance politique par un mouvement de Saïd El Kiran, l'Adala wa Tanmiya. Selon vous, est une expérience réussie ou pas? Premièrement, il faut la saluer. Et saluer surtout le Maroc, l'État marocain. Parce qu'au moment où, entre guillemets, ce qu'on appelle parfois islamiste ou mouvement islamique dans le monde, ça, malheureusement, ça a créé des dégâts énormes dans pas mal de pays. Or, le Maroc, il a eu l'intelligence de créer les conditions démocratiques pour toutes les composantes du pays. Là, je vous parle en tant que Français, je commente ça en tant que Français, en tant que citoyen français, même si je suis de plus près ce qui se passe dans mon pays d'origine. Donc, saluer cette expérience démocratique. Quand on ouvre les portes pour la démocratie, on n'a pas le droit d'être sélectif. On n'a pas le droit de dire telle ou telle composante de la société, tel ou tel parti, il n'est pas concerné par la démocratie. Nous avons des exemples. Nous avons regardez l'Égypte, regardez la Tunisie, regardez ce qui se passe en Libye, en Syrie. Il n'y a que le Maroc, et je me réjouis de la politique marocaine. C'est un peu mon côté chauvin, comme on dit. Donc, je me réjouis de cette démocratie. Et c'est ce que je souhaite partout dans le monde musulman. Faites participer tout le monde, y compris ce que vous appelez les islamistes. Vous allez voir, quand ils seront confrontés au pouvoir, ils vont en quelque sorte se remettre en cause, ce qui est tout à fait normal. Parce que parler du pouvoir
dénoncer, critiquer, ce n'est pas quand vous êtes au pouvoir et vous gérez les affaires de la cité et vous avez des citoyens pratiquants, pas pratiquants, musulmans, pas musulmans. Au Maroc, il y a des non-musulmans, notamment la communauté juive du Maroc. Il y a ceux qui ne veulent pas pratiquer pour leur raison. Ils ont le droit de ne pas pratiquer la religion musulmane. Et on ne va pas les contraindre. Mais on y a quelque part, donc un parti tel que la Adala ou Telmiya est appelé à gérer leurs affaires. Les gérer sur le plan politique. Hein, les gérer, et là, en face d'elle, des citoyens. Moi, j'applaudis dès demain cette démocratie. Je l'appelle de mes voeux dans les autres pays du monde. Et puis, c'est une expérience. Enfin, juste, donc c'est une législature, un mandat. Et là, il lui a été renouvelé, mais dans des conditions que tout le monde connaît. Eh ben, pour évaluer une expérience, il faut avoir suffisamment de recul pour pouvoir l'évaluer. Or, aujourd'hui, on est en plein feu d'action. On est en plein évolution. Il y a une constitution de 2009, hein, en 2011, oui. Voilà, 2009. Eh ben, on laisse un peu de chance à ces mutations, à ces évolutions, pour qu'ils nous donnent leurs résultats par la suite. Que représente pour vous le nouveau président du CFCM, Monsieur Ahmed Ogra? Ahmed Ogra, c'est un ami, donc de longue date, et puis c'est un confrère, donc nous travaillons dans le même domaine du tourisme, mais aussi dans le tourisme. Et puis moi, je vous dis une chose, c'est que je n'ai pas à commenter. Il y a un accord qui a été passé il y a 6 ans entre ceux qui sont aujourd'hui à la gouvernance du CFCM, musulmans de France, ne l'est pas, donc je ne suis pas, nous ne sommes pas dans la gouvernance du CFCM. On a suspendu notre participation il y a 5 ans de ça. Et un accord a été passé entre trois fédérations. Donc à l'origine, il devait être 4, la nôtre notamment. Mais nous, on s'est retirés, ils sont restés tous les 3. Le RMF, je parle pas marocain, turc, algérien. Moi, ce langage, je le parle pas. Non, RMF, le Rassemblement des musulmans de France, CCMTF, donc entre guillemets la communauté française d'origine turque, et puis la Mosquée de Paris. Ces 3 fédérations ont partagé le mandat par 3. Chaque fédération a pris, donc ils ont mis en place ce qu'on appelle la présidence tournante. La Mosquée de Paris a gouverné ou a pris la présidence pendant 2 ans. Le RMF pendant 2 ans. Et aujourd'hui, pour notre ami Ahmed Ogra pour 2 ans. Moi, je dis, respectons les engagements. Parce que j'entends par-ci, par-là, un certain nombre de membres de bureau de CFCM qui remettent en cause la légitimité et la crédibilité de M. Ogra. Moi, M. Ogra, je vais le juger. Je vais voir de quoi il sera fait. Mais surtout, je ne vais pas juger une structure à travers une personne. La structure, c'est une quinzaine de personnes qui siègent, notamment dans le bureau. C'est un conseil d'administration, etc. Donc, respectons les engagements. On a signé un accord tripartite que chaque fédération présidera l'instance pendant 2 ans. Respectons ça. Et puis, en 2019, on va faire les élections. Et cette fois-ci, l'UIF, ancien UIF, Musulmans de France, va participer aux élections comme toutes les fédérations. Juste une question. Pourquoi vous avez quitté le CFCM? C'est simple. Vous savez que la représentation du culte musulman n'a pas commencé avec le CFCM en 2003, avec Sarkozy. Bien avant. Déjà, nous sommes en 1986. Déjà, la première expérience avec Pasqua de l'époque. On a voulu un peu créer ce qu'on appelle l'église musulmane. J'ai pas le temps de vous détailler tout ça. Puis, en 89, avec Pierre Jox, le CORIF, le Conseil de réflexion sur l'islam en France. Et puis en 94, la charte du culte musulman avec Jean-Louis Debré. Puis en 99, Jean-Pierre Chevènement, l'Istichar de la consultation, qui nous a donné par la suite le CFCM. Celui qui n'a pas connu cette histoire ne peut pas aujourd'hui se prononcer sur le CFCM. Eh bien, depuis 86, nous on y était. L'UIF, le Musulman de France, on a accompagné le processus pendant 30 ans depuis 86. Et puis on a organisé un Bourget. Un Bourget dans les années 90, on l'a intitulé « Qui représente les musulmans de France ?» On s'est posé cette question. Donc nous sommes un partie prenante, nous sommes un partenaire qui a participé dans la mise en place d'une structure. Mais à un moment donné, en 2003, on savait que la structure CFCM, elle est imparfaite. Mais M. Sarkozy, le ministre de l'Intérieur de l'époque, était pressé de conclure et de présenter quelque chose. On a joué le jeu. 10 ans plus tard, on leur a dit, mais écoutez, là, il faut quand même qu'on réforme cette structure. Il est pas normal qu'aujourd'hui le CFCM parle au dernier scrutin de 950 mosquées ou associations de notre pays sur 2600.
Donc nous avons mis sur le côté, sur le carreau, beaucoup de structures, beaucoup d'associations. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de ça. Donc réformons ça. On n'a pas trouvé d'écho, on n'a pas trouvé d'oreille à ce que nous avons proposé à l'époque. Alors on s'est retiré dans le calme, tout en reconnaissant toujours que le CFCM est l'instance unique qui représente les intérêts du culte musulman. Le CFCM ne représente pas les musulmans. On n'est pas dans une logique communautaire. Il représente les intérêts du culte musulman. Les musulmans sont représentés par les différents partis politiques, par les fondations, etc., etc. On s'est retiré dans le calme. On a mis en suspens notre contribution, mais vous allez entendre parler de nous en 2019. La question qui se pose, c'est avec un grand plaisir, qu'on attendra ce rendez-vous, mais on est en 2017, c'est Ammar El-Sfar, et de 2017 à 2019, il y a 2 ans, et les musulmans sont dans le besoin de vivre comme les autres religions. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'ici là? Bien sûr, il faut dire qu'on n'a jamais cessé de travailler, avec ou pas avec le CFCM. Bien sûr, nous travaillons, au moment où je vous parle, nous travaillons avec le CFCM, sans pour autant qu'on soit dans l'instant. Et ça, nos amis du CFCM le connaissent très bien. En 2015, on n'était pas dans le CFCM, mais on a vu qu'il y a un danger qui guette l'islam et les musulmans dans notre pays. On veut le faire passer pour des terroristes potentiels, ou du moins pour un espèce de terreau qui couvre les terroristes. Eh ben, on a crié tous ensemble, aussi bien le CFCM que l'UIF de l'époque. Donc on a travaillé avec le CFCM. Et puis en 2016, la même chose. On a dénoncé, moi sur le plateau de France 2, au Sénat, j'ai dit, sans pour autant que je sois membre du CFCM dans le bureau, j'ai dit que l'instance représentative du culte musulman sur le CFCM, bien sûr, je sens que il me représente mal. Je suis un simple musulman avant tout. Je suis mal représenté. Le CFCM ne répond pas aux aspirations, ne répond pas à la demande du culte musulman. Beaucoup de dossiers sont en suspens. Voilà. Mais ce sont des remarques, des griefs que je fais à la structure, mais sans pour autant la remettre en cause ou lui tirer dessus. Nous travaillons donc avec la structure, mais les musulmans de France, leurs problèmes, ils sont d'abord locaux. Ils sont pas à Paris, ils sont pas au niveau national, ils sont locaux. Là, je vous parle, je suis à Lille, je suis recteur de la grande mosquée de Lille, et ça fait 37 ans que ça dure. Nous répondons aux problèmes de la communauté au jour le jour. Et ce qu'on appelle le travail de proximité. Et le CFCM, tant qu'il n'a pas compris ça, il n'a rien compris. Parce qu'il ne s'agit pas dans les salons de Paris serrer la main de tel ministre ou de tel journaliste, mais descendre au charbon, comme on dit, descendre dans les villes, dans les quartiers, pour pouvoir répondre aux musulmans sur le plan de beaucoup de choses. Les musulmans sont demandeurs. Et ça, c'est le problème de proximité. Nous le faisons. Nous avons un grand honneur à le faire parce qu'on se met au service de notre communauté. Mais c'est un travail de proximité. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls. Quasiment toutes les mosquées, toutes les associations font ce travail de proximité pour répondre aux exigences de notre communauté. Sir Sfar, shukran kathiran. Merci infiniment par rapport à ça. Sir Sfar, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Barakallahu fik, je te souhaite bon courage. Barakallahu fik. Ma salama. Ma salama. Salam. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive.
Arc-en-Ciel, au cœur du Maroc.